Aujourd'hui, l'intervenant, ce sera Thomas Guerne qui va nous parler des stats avancées. Thomas est quelqu'un dont j'ai découvert le travail sur Twitter cette année, heu, qui m'a déjà fait bénéficier de son travail pour des joueuses avec lesquelles je travaillais. C'est un travail très intéressant. Je pense qu'il a pas mal de choses intéressantes à nous faire à partager, et notamment des choses qui seront pratiques et que tout le monde pourra utiliser au maximum dans son club. Voilà, Thomas, je te laisse la parole. C'est parti. Merci Karim. D'abord, merci de m'avoir invité pour ce clinique, pour parler des stats avancées, un domaine qui me plaît particulièrement. Du coup, par rapport à ça, je vais vous faire glisser quelques petites slides. J'en ai quelques-unes sous la main. Alors évidemment, tout sera disponible après, euh, après l'intervention. Donc pour ceux qui veulent me contacter, d'abord, donc il y a le site internet, donc togiball.com, sur lequel il y a quelques articles que j'ai pu mettre récemment à jour avec le confinement. L'adresse mail togi.ball@gmail.com pour me contacter si jamais il y a quoi que ce soit par rapport à l'intervention ou même pour n'importe quelle autre demande. Donc la présentation aujourd'hui, ça va être assez simple. Je vais faire une petite intro pour parler de mon parcours basket. Ensuite, on va parler du raisonnement possession par possession, les four factors, sur lequel je reviendrai derrière, et puis comment utiliser ces stats-là pour son équipe, quel que soit le niveau, et puis enfin un petit tour des stats individuelles. Alors au niveau de la présentation, vous avez les numéros de diapo qui sont à gauche. Donc si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, mais pour que ce soit plus pratique, n'hésitez pas à mettre le numéro de la diapo dans la question, comme ça je pourrais revenir dessus et pouvoir répondre du mieux possible. Donc mon parcours basket, en tant que joueur, en tant que coach, c'est rapide, c'est rien. J'ai jamais fait de basket en club, j'ai jamais coaché. En fait, le parcours basket, moi, pour ma part, il est souvent lié aux médias de manière globale. Donc, dans un premier temps, là, je l'ai pas mentionné quand j'étais à Orléans, en étant pigiste pour la République du Centre, à faire des live textes de matchs d'Orléans Loiret Basket en Pro A. Et puis après, donc plus tard, en arrivant sur Cholet, j'ai été pigiste pour West France, donc c'est pas journaliste, je suis juste pigiste. Pareil aussi, à couvrir les matchs de Pro A de Cholet et les matchs des espoirs. Et en fait, le fait d'être pigiste m'a permis de mettre un petit peu le pied dans dans le monde du basket. Et c'est aussi un point très important parce qu'en fait, c'est à partir de la fin de la saison 2016-2017 où je trouvais que je perdais en pertinence dans mes interventions auprès des joueurs, des coachs, etc., que je voulais trouver un moyen de gagner en pertinence et en crédibilité lorsque je m'adressais aux coachs, aux entraîneurs, etc. Donc du coup, je m'étais penché sur le fait de trouver des stats avancées pour le basket français. Le problème, c'est que j'ai rien trouvé à ce moment-là. Donc, à l'été 2017, j'ai commencé à démarrer un petit fichier Excel vide, à prendre un livre qui est absolument recommandé, donc Basketball on Paper de Dean Oliver. Je reviendrai dessus. Et donc, après l'avoir lu une fois, deux fois, trois fois, et puis en commençant à me pencher sur les différents sites de la LNB, donc j'ai commencé à regrouper les stats de Pro A et de Pro Espoir. Donc petit à petit, la base a commencé à s'alimenter, j'ai commencé à avoir des choses assez intéressantes. Et du coup, en mars 2018, j'ai présenté ce que je faisais à Sylvain Delorme, qui était donc à ce moment-là le coach des espoirs de Cholet Basket, qui était très réceptif à tout ce que j'avais pu faire de mon côté. Et en fait, on est parti d'un accord en se disant, bon, bah, avec tes stats, en fait, je veux bien que tu prépares le trophée du futur au niveau du scouting stat. Donc c'est ce que j'ai fait sur mai 2018. Donc c'était beaucoup de travail puisque ça a été le décryptage de stats des 8 équipes, que ce soit d'un point de vue individuel ou collectif. Et donc à partir de cette collaboration-là qui a bien marché, derrière, l'idée c'était pour la saison suivante, la 2018-2019, d'ajouter la Pro B, d'ajouter le National 1 et de commencer à démarcher des clubs pour avoir des sortes de pilotes, de cobayes, pour voir si les infos que je pouvais sortir étaient intéressantes, quel que soit le profil du coach, le profil du staff.
Et donc, du coup, ça a été notamment avec Brissac, avec Morgane Belnou et Quentin qui m'ont beaucoup aidé aussi au départ, avec Thomas Drouot à Orléans qui m'a énormément aidé par rapport à ses retours, avec Germain Castano. C'était Limoges aussi, avec les pros, les espoirs, Antibes avec les pros et les espoirs, et toujours avec les espoirs de Cholet Basket, sans oublier Neuchâtel en Suisse avec Mehdi Marie. Donc du coup, tout ça, tous ces échanges, en fait, ça m'a énormément aidé pour affiner mon analyse, affiner mon outil. Et à partir de ce moment-là, du coup, ça m'a aussi permis de voir si j'étais capable de suivre des clubs, entre guillemets, au quotidien, si j'étais capable d'être actif, si j'étais pertinent et, entre guillemets, utile d'un point de vue stat à ces clubs-là. Et puis, derrière, l'autre point, c'était de collaborer avec des agents pour préparer le passage du championnat espoir à des championnats Pro A, Pro B pour des signatures de contrats, pour des prêts. Ça a été aussi des dossiers stats pour des joueurs en vue de la draft ou de camp NBA. Donc voilà, ça a été une année assez chargée, mais très riche d'enseignements. Après, la saison 2019-2020, l'objectif, c'était encore de rajouter des championnats. Donc, c'était tous les championnats féminins, LFB et LF2, et puis de rajouter le plus-moins dès que c'était disponible pour tous ces championnats-là, en continuant le suivi de clubs pro, en moins de clubs cette fois-ci, et plus sur du travail à la demande. Donc voilà pour tout ce qui était le parcours basket, sachant qu'à côté de ça, du coup, j'ai pas de formation basket, mais j'ai profité de l'année 2018-2019 pour commencer à passer des diplômes de coach. Alors, je ne suis pas allé jusqu'au CQP comme Nicolas avec l'Asvel dimanche, je me suis arrêté juste avant, mais ça a permis aussi d'avoir un côté, on va dire technique, mais d'avoir plus de notions techniques par rapport au fait d'utiliser une notion statistique qui était très développée. Et donc à côté de ça, pour la petite anecdote, donc je travaille dans l'agroalimentaire, donc tout ça c'est vraiment sur mon temps libre. Sur l'année passée, ça représentait à peu près en temps par semaine, j'y passais à peu près 25 à 30 heures par semaine, en plus de mon boulot, donc c'était une bonne charge de travail, mais c'était très intéressant, et puis il fallait, entre guillemets, le faire pour progresser et passer un cap. Donc, par rapport à la présentation, du coup, l'objectif, donc, c'est de commencer à introduire le fait de raisonner par possession. Donc une possession, la formule, je vous l'ai affichée à l'écran. Donc on va avoir les tentatives de tir auxquelles on va additionner les tentatives de lancer franc avec un coefficient, plus les pertes de balles en soustrayant les rebonds offensifs. Alors au niveau des formules de possession, on va avoir quelques petites nuances, avec par exemple le coefficient de 0,4 qui peut évoluer à 0,44 pour certains, 0,45 pour d'autres. Mais surtout, l'autre variante qu'on pourra avoir dans la formule, c'est d'additionner toutes les stats d'équipe de l'équipe A et de l'équipe B, et puis de diviser par 2. Le problème de cette manière-là, c'est qu'en fait, on ne va pas voir si une équipe a potentiellement pu bénéficier de plus de possession qu'une autre. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, je trouve que c'est plus intéressant de fonctionner avec pardon, c'est plus intéressant de fonctionner avec une possession, voilà. Donc en fait, l'intérêt de raisonner par possession, c'est, comme je dis, je vais souvent me répéter par rapport à ça, c'est qu'en fait, on va pouvoir comparer ce qui est comparable. À l'heure actuelle, quand on parle d'une équipe, quand on parle de la meilleure attaque de JP League, dont la plupart des exemples seront tirés, on va penser à meilleure attaque, c'est l'équipe qui va marquer le plus de points sur un match. La meilleure défense, c'est l'équipe qui encaisse le moins de points par match. Et la meilleure équipe au global, ça va être celle qui aura le plus grand écart entre les points marqués et les points inscrits. Sauf que c'est pas forcément le cas, puisque par exemple, quand on va raisonner sur une possession, donc là l'exemple de l'attaque, on va avoir plusieurs biais qui vont entrer en compte. Si l'équipe joue avec un rythme très élevé, et bien forcément, elle aura plus de chances de marquer de points. Si on a des prolongations, si on a des prolongations, on va forcément avoir plus de points qui vont être inscrits. Donc une équipe comme Boulogne-Levallois qui a joué 3 prolongations, comme une équipe comme l'Asvel qui en a joué une, forcément le nombre de points par match va augmenter. Donc du coup, quand on raisonne à la possession, et ben au final, ce qu'on pouvait considérer comme la meilleure attaque du championnat, Boulogne, avec 90 points par match,
Et ben, au final, il s'avère être que c'est la 5e attaque du championnat parce qu'en fait, Boulogne joue sur un rythme extrêmement élevé, le rythme le plus élevé de Jeep Elite. Et à l'inverse, des attaques comme Dijon, Monaco, Lasvel se retrouvent dans le top 3 parce qu'elles vont avoir un rythme qui est extrêmement faible, aux alentours de 71 possessions pour Lasvel et 72 pour Monaco et Dijon. Sachant que pour la petite anecdote, donc Asvel, Monaco, Dijon, c'est 15e, 16e et 17e rythme de Jeep Elite. Et au final, on les retrouve aux 3 premiers du championnat. Là, penser que jouer lentement est la clé du succès, c'est pas forcément le cas, puisque Gravelines est l'équipe qui joue le plus lentement du championnat et on connaît leur situation. Alors, je vais juste revenir à la slide 5 sur la formule avec la question de Maxime qui demande quels paramètres sont pris en compte pour que le coefficient varie. En fait, le coefficient, il va varier selon le ratio, et ça, c'est des calculs qui sont faits sur plusieurs saisons et sur plusieurs années, par rapport au nombre de lancers francs que tu vas avoir pour une tentative de tir. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vas avoir une faute qui va être... si tu vas avoir une faute sifflée qui va te donner 2 lancers francs, si tu vas avoir une faute sifflée après un tir qui va te donner le panier accordé plus la faute, c'est pour ça qu'on varie aux alentours de 0,4, parce qu'on va situer entre les 2 lancers francs qu'on peut t'accorder, le lancer franc qu'on va t'accorder après une faute, ou parfois le lancer franc de la faute technique. Donc en moyenne, pour une tentative de tir, tu peux retrouver 0,4 tentatives de lancer franc. Et après, le coefficient va varier selon les ligues, et là, selon les manières d'arbitrer, selon les règlements, mais là, c'est un débat qui est un petit peu plus compliqué. De manière globale, pour la formule simple, c'est de considérer le 0,4 lancer franc en coefficient. Ensuite, pour revenir sur nos slides, quand on va s'intéresser à la défense, pareil, je trouve que la défense est encore plus intéressant que l'attaque au final par rapport aux chiffres. C'est-à-dire qu'on va avoir ici les plus mauvaises défenses du championnat. Donc avec Roanne, la plus mauvaise défense à 88 points encaissés par match, Chalon-sur-5 à 85,5, Orléans, et ainsi de suite. Sauf que là, les différences entre le nombre de points encaissés par match et l'efficacité défensive sont beaucoup plus traîtres. C'est-à-dire que Boulogne, en soi, c'est 87 points encaissés par match. On peut se dire que c'est l'une des 3 plus mauvaises défenses du championnat. Sauf que comme on va ajuster au rythme qui est très élevé de 78 possessions par match pour les Metropolitans, on va se retrouver avec Boulogne qui va être au final la 5e meilleure défense du championnat. Sauf que sur le papier, tout le monde va passer à côté. Et tout le monde va dire que Boulogne, c'est une équipe tout pour l'attaque, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est pareil aussi pour Orléans ou pour Chalon-Reims, dont on va penser que les défenses sont moins bonnes que ce qu'elles sont réellement, alors qu'en réalité, elles sont à des places qui sont assez acceptables. Et enfin, dernier point, c'est sur l'impact global, avec donc, du coup le net rating, qui va être la différence entre l'efficacité offensive sur 100 possessions, donc l'offensive rating, et en soustrayant le nombre de points encaissés pour 100 possessions, donc le defensive rating. Et donc là, du coup, pareil, on va retrouver un peu plus de vérité sur ces indicateurs-là, puisque Monaco, Lasvel et Dijon dominent ce championnat, dominent cette catégorie-là, et on va les retrouver pareil dans le top 3 au niveau du net rating. On va juste avoir des équipes comme Nanterre qui va se retrouver à la 6e place, contrairement à la 4e place au niveau du nombre de points par match, et la JL et Boulogne qui vont se retrouver 4e et 5e. Alors cet indicateur-là, cette saison, il est moins intéressant que la saison passée, puisqu'en général, entre le net rating et le classement, on peut avoir un lien. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, dans notre cas, Monaco-Dijon-Lasvel, le top 3 sans contestation, va être le top 3 au net rating. Par contre, on va avoir certaines années où on va avoir, entre guillemets, des espèces d'anomalies. Et l'année dernière, c'était le cas notamment avec Chalon-sur-Saône, qui se retrouvait quasiment avec l'efficacité globale d'une équipe comme Boulazac, sauf que Chalon-sur-Saône a fini avec 12 victoires, et Boulazac en a fini avec 17, en terminant pas très loin de l'accessibilité des playoffs. Dans ces cas-là, ça peut dire 2 choses. Soit qu'une équipe surperforme, donc c'était pas forcément le cas de Boulazac puisqu'ils étaient à leur place, ou qu'une équipe sous-performe, comme c'était le cas par exemple pour Chalon, qui, sur le papier, n'avait rien d'une équipe qui jouait le maintien, mais plutôt d'une équipe qui aurait dû concurrencer Boulazac et éventuellement Bourg pour se glisser aux alentours de la 10e et 9e place. Donc c'est là où c'est un indicateur intéressant, et toute l'importance de raisonner par possession, parce qu'au moins on va pouvoir comparer des choses qui sont
qui sont comparables. Voilà. Donc ensuite, le raisonnement à la possession, on en parle souvent. On a souvent tendance à dire que le rebond offensif, c'est ultra important parce qu'une équipe qui va dominer le rebond offensif aura plus de possession. Il faut faire très attention au niveau des définitions, ce qui est globalement appelé une possession, et ce que j'ai appelé une possession dans cette présentation-là, en fait, ça va désigner l'alternance du contrôle du ballon. C'est-à-dire que tu vas avoir la possession pour l'équipe A, puis la possession pour l'équipe B, puis la possession pour l'équipe A, ce qui fait que sur un match, de manière globale, si ton équipe A elle a 80 possessions, bah, l'équipe B, logiquement, elle en aura soit 81, 80 ou 79. On va toujours se situer à un rythme, à des chiffres qui vont être à plus 1, moins 1 par rapport aux autres équipes. Donc le changement de possession, j'ai détaillé ce que ça pouvait être, soit un tir réussi, 2 points, 3 points lancés francs, un turnover ou un rebond défensif. Par contre, pour revenir sur le rebond offensif qui donne plus de possession, ça ne va pas donner plus de possession, mais ça va donner plus de play, ce qu'on va appeler des opportunités de marquer. Si par exemple on a l'équipe A tire à 3 points, elle le rate, elle prend son rebond, elle marque derrière à 2 points. Dans ce cas-là, c'est une seule et même possession, mais on va avoir 2 plays, 2 opportunités de marquer. Donc au final, plus tu as de rebonds offensifs, plus tu vas avoir de plays, d'opportunités de marquer, et donc plus tu as de chances de marquer de points et d'être efficace en attaque. C'est par exemple ce qui fait la réussite, notamment de cette saison de Cholet en JP League, qui a de très bons rebondeurs offensifs et qui a su se créer beaucoup d'opportunités de marquer, alors qu'ils n'ont pas forcément une grande efficacité offensive passé la possession. Alors pourquoi ce choix de ne pas compter une nouvelle possession sur rebond offensif, nous demande Anthony. Justement, c'est ce que je viens de dire, c'est le fait de considérer un play, une opportunité de marquer. Et donc après, dans ces cas-là, ce qui peut être intéressant pour jauger l'impact de ce rebond offensif, c'est de voir si ton équipe, par exemple, si elle est classée première en rythme avec, par exemple, 78 possessions par match, si ton équipe, elle est également première en nombre d'opportunités marquées, parce qu'elle prend bien le rebond offensif, ou si elle va descendre à la 5e, 6e place, parce que justement, elle fait moins bien le boulot au rebond offensif que d'autres équipes. Donc l'intérêt de ne pas le compter, c'est de pouvoir différencier le fait d'avoir des opportunités de marquer et des possessions. Toujours sur le rebond offensif, donc on en parle comme étant un élément important dans le gain d'une victoire. Pour le gain d'une victoire, justement, il y a Dean Oliver, toujours, dont je m'inspire beaucoup sur cette présentation-là, en fait, a identifié 4 facteurs, les 4 factors. On les voit on les voit assez régulièrement sur Internet de manière globale, notamment au niveau de la NBA. Donc, ces 4 factors, on va avoir donc le rebond offensif, avec donc la part de rebond offensif disponible captée par l'équipe, l'adresse, donc l'adresse effective, dans notre cas, le ratio de perte de balle par rapport au nombre de possessions, et l'agressivité, ce qu'on va appeler l'agressivité vers les lancers francs, donc le fait d'obtenir des lancers et d'aller sur la ligne avec le free throw rate, donc il y a la division entre le nombre de tentatives de lancer et le nombre de tentatives de tir. Alors ces éléments-là, Dean Oliver ne les a pas inventés pour le plaisir. Il a étudié toutes les feuilles de stats de la NBA entre les années 98 et 2002, et après il a fait différents tableaux, différents scénarios pour voir quels étaient les éléments qui ressortaient le plus entre une équipe victorieuse, entre l'équipe qui a gagné et l'équipe qui a perdu. Et de manière globale, c'est quelque chose qu'on peut constater aussi sur le championnat français. Les équipes qui performent le mieux en attaque sur l'adresse, le rebond offensif, les pertes de balles et les lancers francs sont celles qu'on va retrouver en général le plus souvent en haut des efficacités offensives. Donc je vais revenir rapidement sur chaque cas. Donc d'abord l'adresse. Alors au niveau de l'adresse, je parle d'adresse effective plutôt que d'adresse au tir, parce qu'en fait, l'adresse au tir, elle est très bien, mais elle ne prend pas en compte le fait qu'un tir à 3 points va rapporter plus de points, s'il est inscrit forcément, qu'un tir à 2 points. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on va privilégier ce qu'on appelle l'adresse effective, avec donc le tir réussi qui va être additionné au tir à 3 points avec un petit coefficient pour pouvoir adapter cette adresse.
En adaptant cette adresse, quel est l'intérêt? En fait, c'est l'exemple donné en dessous. Une équipe qui va marquer 80 points en prenant 0 tir à 3 points, mais en marquant 40 tirs à 2 points, elle va avoir 50% de réussite au tir et donc 50% de réussite effective au tir. Si on prend une même équipe qui va marquer aussi 80 points, mais qui va seulement être à 30 sur 80 au tir, en ayant marqué 20 tirs à 3 points, et bien là, par contre, on va avoir une adresse qui est beaucoup plus faible. On va être à 37,5. Donc, on va penser sur le papier que A est plus à droite que B. Sauf que quand tu prends une adresse effective, et ben, tu vas te retrouver avec des valeurs qui sont exactement les mêmes. Et donc, au final, A et B, A ne va pas mieux tirer que B. C'est juste que A et B vont avoir le même pourcentage de réussite parce que B a pris des tirs qui rapportaient plus de points. Donc, c'est pour ça, c'est toujours important de prendre en compte cette adresse effective par rapport au fait qu'un tir à 3 points rapporte plus. Niveau rebond offensif, j'ai parlé du coup du ratio de rebond offensif, parce qu'en fait, avec le pourcentage de rebond offensif, donc le OREB percentage, en fait, on va tenir compte de la disponibilité des rebonds. La disponibilité des rebonds, elle ne va pas être la même d'une équipe à une autre, pour une donnée très simple. Si ton équipe va être capable d'avoir 50% je reprends le 50% de réussite au tir, c'est-à-dire que sur 100 tirs, elle va en manquer 50. Donc tu vas avoir 50 rebonds disponibles. Si ton équipe, elle tire qu'à 30%, tu vas avoir 70 rebonds offensifs disponibles. Donc forcément, si tu prends 10 rebonds alors que tu en as 50 ou 70 de disponibles, ça n'aura forcément pas la même valeur d'un point de vue d'efficacité. Et donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de se baser sur ce ratio-là pour évaluer le fait qu'une équipe soit bonne ou non au rebond offensif. J'ai pris le cas de la saison dernière, où Boulazac était la meilleure équipe sur le papier au rebond offensif avec 11,6 prises par match. Sauf qu'en allant dans le détail et en prenant le ratio, et ben on se retrouve avec Boulazac qui est 6e du championnat en étant à 30% de rebonds offensifs captés. Et à l'inverse, Strasbourg, qui était 4e, se retrouve en tête. Concrètement, ce chiffre-là, donc les 32,8%, on va arrondir à 33% pour Strasbourg. Ça veut dire que quand Strasbourg va manquer 3 tirs, un rebond offensif sur 3 sera capté par Strasbourg. C'est un chiffre, de manière globale, quand tu te situes à 1,3, quand tu te situes à plus de 30%, c'est que tu as une équipe qui fait quand même un très bon boulot au rebond offensif. Alors j'ai une question de Christ qui me demande comment on calcule le ratio rebond offensif. Alors en fait, le ratio rebond offensif, la formule, je vais te la taper dans la réponse, c'est en fait, ça va être le nombre de rebonds disponibles, c'est tes rebonds offensifs que tu divises par tes rebonds offensifs plus les rebonds défensifs de l'adversaire. En fait, c'est comme ça que tu vas calculer ton ratio de rebond. Et c'est pareil en défense, où le ratio de rebond défensif, on va le calculer à partir des rebonds défensifs que ton équipe a captés, en divisant par le nombre de rebonds disponibles qu'il va y avoir donc entre les rebonds défensifs de ton équipe et les rebonds offensifs qui auront été captés par ton équipe, par l'équipe adverse. Ensuite, alors si on n'a pas le bon nombre de rebonds défensifs adverses, possible de diviser les rebonds offensifs par le tir manqué. C'est une possibilité aussi, sachant que tu vas avoir des rebonds qui vont être des rebonds d'équipe, où tu n'auras personne qui va les récupérer. Donc oui, ça peut être une possibilité de récupérer, de compter par rapport au nombre de tirs qui sont manqués. Par contre, dans ces cas-là, tu vas louper un point. C'est si jamais tu as 2 lancers francs qui sont tirés, tu fais un 1 sur 2 au lancer, tu peux te retrouver avec potentiellement un rebond qui est disponible. Donc du coup, dans ces cas-là, tu peux avoir une petite erreur, mais ça ne va pas représenter grand-chose pour cet aspect-là. Guillaume, tu comptes les rebonds qui sortent du terrain après le tir? Oui, parce que c'est considéré si, je reprends toujours, l'équipe A va prendre son tir, le rate et la balle sort, tu vas avoir la possession pour l'équipe B. Donc dans ces cas-là, on va considérer que l'équipe B a pris un rebond défensif. Il n'y a pas forcément d'attribution par joueur pour ce rebond défensif. Donc tu peux fonctionner comme ça, il n'y a aucun souci. Pour le rebond
La formule sur le chat, oui, Karim, je fais ça. Donc les rebonds offensifs disponibles. Donc je me répète, c'est les rebonds offensifs que ton équipe va capter, divisé par les rebonds offensifs plus les rebonds défensifs. Hop, je refais ça, plus les rebonds défensifs pour calculer ça. Si jamais il y a des questions par rapport à des formules ou autre chose, on ne va pas hésiter même à revenir par mail si jamais il y a quelque chose qui vous échappe pour que je puisse répondre du mieux possible si je n'ai pas toutes les formules en tête, ce qui peut arriver forcément. Ensuite, donc, on a parlé donc, de l'adresse, des rebonds offensifs, et l'autre point important, ce sont les pertes de balles. Là aussi, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit au niveau des possessions. On va éviter de comparer les serviettes et les torchons. On va comparer une nouvelle fois ce qui est comparable. Donc, l'exemple que j'ai pris sur la saison de JP Elite, c'est qu'on a Boulogne et Le Mans qui ont absolument la même moyenne de perte de balles par match à 14,3. Sauf que tu as l'équipe de Boulogne qui va jouer, donc je les aime beaucoup d'un point de vue analytique parce qu'ils ont un rythme très élevé. Tu vas avoir Boulogne qui va jouer à 78 possessions par match, donc tu vas te retrouver avec uniquement 18% de perte de balles. À l'inverse, Le Mans perd le même nombre de pertes de balles par match, sauf que ramené aux 73 possessions, on se retrouve avec une valeur qui va signifier que Le Mans perd la balle une possession sur 5 en fait. Donc c'est là où c'est encore une fois très intéressant et très important de considérer les valeurs par possession et de ne pas uniquement raisonner sur des valeurs brutes. Quand on a la possibilité de le faire, c'est forcément très, très intéressant. Enfin, dernier point, alors qui est un petit peu plus particulier, parce que peut-être un peu moins concret par rapport aux 3 autres cas précédents, c'est le ratio de lancer franc. Le ratio de lancer franc, du coup, on a 2 versions qui vont exister. Donc, c'est de manière globale, celle que j'utilise, c'est les tentatives de tir, les tentatives de lancer franc divisées par les tentatives de tir. En fait, c'est un indicateur qui va permettre de mesurer la capacité de ton équipe à aller sur la ligne des lancers francs. Et en fait, il est apparu, donc Dean Oliver a constaté que plus la valeur est élevée, plus l'équipe se donne de chances de l'emporter. Et il y a un autre point aussi que j'ai pu constater notamment sur les championnats espoirs. Ce ratio-là peut être aussi élevé pour une défense, donc il peut être très faible pour une défense, donc on va se dire que c'est très intéressant. Sauf que le souci, c'est que des fois, ce ratio-là veut dire qu'on a une équipe en face qui ne va pas provoquer de faute ou qui ne va pas en concéder aussi. Donc ça peut être aussi un indicateur à coupler avec le nombre de fautes qui va être commise pour une équipe pour savoir si l'équipe emmène au lancer franc ou si l'équipe ne va pas y aller non plus d'elle-même. Donc pour ça, on a deux versions de ce ratio qui existent. C'était Jade Sage, qui était assistante à Antibes l'année passée, qui est désormais à l'Asvel, qui m'avait suggéré ça, qui m'avait dit mais pourquoi on n'utilise pas le ratio avec les lancers francs réussis par rapport aux tentatives de tir. C'est tout à fait possible. Le problème, c'est que dans ce cas-là, on fait intégrer un nouveau chiffre qui est le pourcentage de réussite au tir au lancer franc. Donc, dans ces cas-là, ça fait rentrer une autre variable, et dans ces cas-là, il vaut mieux, je trouve, s'intéresser juste au fait d'aller sur la ligne des lancers. Je vais exagérer, mais les rentrées, c'est un autre problème. Donc on va voir ces 4 paramètres-là en attaque, et en défense, on va exactement avoir les mêmes. Donc en défense, l'objectif, ça va être limiter l'adresse de l'adversaire. Donc pour ça, ce sera de mettre l'adresse effective au tir adverse la plus basse possible. Ça va être de limiter le rebond offensif adverse. Donc grosso modo, contrôler son rebond défensif. Donc la formule du rebond défensif, donc le DREB percentage, ça va être, je vous la tape dans la conversation du webinaire, ça va se présenter de la même manière que le rebond offensif pour avoir l'indicateur du pourcentage de rebonds défensifs disponibles qui ont été captés pour l'équipe. De manière globale, ça va suivre la même règle qu'en attaque. Une équipe qui contrôle bien le rebond défensif, les équipes qui sont excellentes dans ce domaine-là vont flirter avec les 80%, et c'est très rare, mais quand on est déjà à 75% des rebonds défensifs disponibles, captés par son équipe, ça veut dire qu'on fait déjà un très bon boulot collectif pour pousser au stop défensif.
L'autre point, du coup, c'est, on a vu avec les pertes de balles, c'est de pousser l'adversaire à commettre le plus de pertes de balles possible, donc avec le ratio de pertes de balles par possession adverse. Alors, l'autre indicateur, ça peut être aussi le paramètre des interceptions. Sauf que les interceptions, sauf qu'une perte de balle ne va pas forcément découler sur une interception. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux considérer dans l'ensemble la perte de balle plutôt que l'interception en elle-même. Et enfin la dernière chose, c'est d'éviter d'envoyer l'adversaire au lancer franc. Alors, je me suis un peu avancé en parlant de ça tout à l'heure. Ça peut être un bon indicateur, comme ça peut être aussi un mauvais indicateur. Ça veut dire aussi que ça peut être une équipe qui va fuir les fautes et concéder beaucoup de paniers à 2 points à l'intérieur. On a des équipes qui ont un ratio lancer franc tentative de tir qui est très bas, mais à côté de ça, qui ont des adresses adverses à 2 points parmi les plus élevées des championnats. En espoir notamment, on avait beaucoup d'équipes on a pas mal d'équipes du bas de tableau qui se situaient comme ça, avec des ratios très bas, mais une adresse adverse qui explosait les plafonds, notamment à 2 points. Donc, on a vu tout ce qui était raisonnement par possession, les four factors, et derrière, concrètement, comment je peux les utiliser. Alors, j'ai encore une question de Chris. Alors, sur OREB, le DDREB, c'est... Je réponds en même temps, je m'excuse. C'est le rebond défensif adverse. Voilà. Ce sera peut-être plus clair comme ça. Donc oui, la question derrière tout ça, c'est comment je l'utilise en tant que coach, en tant que manager, notamment dans les cas où on a la chance d'avoir des feuilles de stats. Alors, c'est extrêmement compliqué, mais il y a une chose qui est surtout à ne pas oublier, c'est que tout ce qui est scouting stat, ça ne s'oppose pas au scouting vidéo et à l'œil, comme beaucoup ont pu le faire par le passé, comme on voit souvent Charles Barkley en NBA se moquer du fait que les analytics ne veulent rien dire et sont des choses de geek. Il est libre de penser. L'intérêt, c'est que vraiment, ces deux outils-là sont extrêmement complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une stat va pouvoir parfois, je vais y arriver, décrire un élément vidéo qui est difficile à exprimer. On le verra plus tard, mais avec les estimations stats qu'on est capable de faire à partir d'une feuille de stats, on peut décrire l'agressivité d'une équipe. C'est-à-dire qu'on va avoir des possessions, on va avoir un nombre total de possessions, on va aussi avoir un nombre de possessions sur lesquelles l'équipe adverse ou sur laquelle ton équipe va marquer au moins un point, que ce soit à lancer, un tir à 2 points ou à 3 points. Mais en fait, l'agressivité d'une équipe, on va peut-être le voir à la vidéo, mais on va peut-être pas être capable on va peut-être pas être capable non plus de pouvoir l'exprimer. En fait, on a une stat qui peut exprimer le fait que l'équipe, je dis une bêtise, mais que par exemple Chalon-sur-Saône va être capable de marquer sur une possession sur 2 ou dans 60% des possessions des cas, et donc il faudra être très vigilant sur l'agressivité offensive, etc. Et à l'inverse, la vidéo, ça peut permettre de mettre en lumière ce que des stats ne peuvent pas faire d'elles-mêmes, puisque à mon niveau, je n'ai pas accès à tout ce qui est... Je travaille juste à partir des feuilles de stats qui sont disponibles. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est efficacité d'un joueur sur un pick and roll, sur du post-up ou sur certaines situations de jeu, je ne vais pas forcément les avoir. Et il y a certaines vidéos qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Il y a certains logiciels et systèmes comme Synergy ou Instat qui vont être beaucoup plus à même de le faire. Et un travail sur la vidéo en complément de stats, il est parfaitement complémentaire. Je reviens, il y a une question de Maxime Sévron qui m'a fait passer mon diplôme, qui a été dans le jury pour faire passer mon diplôme d'animateur, donc d'initiateur. Donc, bonjour à toi Maxime. Les possessions, tirs tentés plus balles perdues, plus, donc là un coefficient de 0,44 en lancer franc, c'est aussi valable. C'est à l'heure actuelle, moi c'est le coefficient que j'utilise. Le 0,4 est le plus courant de manière globale sur le web et ailleurs, mais le 0,44 est, bon, à mon avis, le plus pertinent pour le basket français dans l'ensemble. Donc je reviens sur l'utilisation pour l'équipe. De manière globale, quand on veut utiliser des stats, il faut toujours raisonner, et c'est quelque chose que j'avais raisonné de manière globale dans mes études en agroalimentaire, c'est là où les deux se recoupent, c'est
qu'en fait, il faut d'abord partir d'un raisonnement macro, donc au plus gros, c'est-à-dire connaître son championnat, pour aller ensuite au raisonnement micro. Donc d'abord, on va connaître son championnat, quelle est l'efficacité des équipes en GP Elite, par exemple, si le championnat si la possession a une valeur de 1,11 points, est-ce que moi, en étant en défense à 1,09, est-ce que je suis bien, pas bien? Est-ce que si en attaque, je suis à 1,22, je suis le champion du monde? C'est pour ça, ça permet de se situer. Après, connaître son adversaire, son équipe, c'est de pouvoir se comparer. Comment, par exemple, je reprends un exemple, comment Cholet va se situer par rapport à Chalon-Reims sur le rythme de jeu, sur l'efficacité offensive, défensive, sur le nombre d'opportunités de jeu, sur l'impact au rebond offensif, etc. C'est de pouvoir mieux se situer par rapport à son adversaire. Et ensuite, à partir du moment où tu as fait toute cette photographie-là, tu vas pouvoir zoomer d'un cran supplémentaire en détaillant les forces et les faiblesses à exploiter pour le match à venir ou pour l'échéance à venir. Donc ce qui est intéressant avec ce scouting stat, c'est qu'en termes de temps, et donc par rapport au fait que ce soit compatible avec la vidéo, c'est que ça peut se faire en même temps que la vidéo, ça peut se faire avant la vidéo, et ça peut se faire après la vidéo. On peut le faire n'importe quand, ce scouting stat. Si on veut le faire une ou deux journées en amont par rapport à un adversaire, eh ben on peut le faire 2 journées en amont. Si les stats, il y aura juste une petite mise à jour à faire avec le dernier match qui s'est joué. Si on veut les faire la veille pour le lendemain, on peut parfaitement les faire aussi. Donc c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas forcément trop de limites temporelles, notamment quand tu avances dans le championnat où ton nombre de matchs fait que tes valeurs ne vont pas forcément changer de la première à la 12e place, par exemple, d'un vendredi ou d'un samedi à l'autre. Donc l'utilisation au niveau de l'équipe, ce qui est très important et ce qui est à savoir, c'est que ce que je raconte, c'est que c'est en fait l'utilisation, elle va être complètement différente d'une personne à une autre. Pour avoir bossé avec des personnes qui ont des sensibilités complètement différentes, il y en a certains, il va leur falloir seulement 3, 4 valeurs, pas plus, pour lesquelles retenir leur attention. Et il y en a d'autres, si je pouvais leur écrire une encyclopédie de leur équipe et de l'équipe adverse, ils seraient preneurs et ils seraient demandeurs. L'intérêt, c'est de savoir cibler de manière globale et de comprendre l'approche qu'on attend de ces statistiques et de ce qu'on veut. Parce qu'en fait, le souci, c'est qu'avec toutes ces stats, là, je parle seulement des stats collectives, c'est que ça peut vite devenir une usine à gaz, et juste à partir d'une feuille de stats pour des stats d'équipe, j'ai regardé, je peux avoir jusqu'à 35 données supplémentaires par rapport aux feuilles de stats, juste en ayant les stats collectives. Donc, on en a parlé, il y a l'efficacité, il y a le rythme, il y a l'adresse, mais derrière, une fois qu'on a les possessions, on peut s'intéresser aux tendances de jeu sur les tirs à 2 points, 3 points par possession, sur les interceptions, le pourcentage de tirs que l'équipe adverse va contrer. Donc c'est extrêmement vaste. Et en fait, l'utilisation que chaque personne va en avoir, ça va dépendre de son passé, que ce soit scolaire, basket ou autre, et puis aussi la manière dont on peut intégrer ces chiffres-là dans son travail au quotidien. Alors, une question d'Anthony qui me demande si est-ce que tu t'es rapproché de la LNB pour intégrer pour en intégrer dans la feuille de stats directement? Oui, mais je n'ai pas eu de nouvelles. Donc, la LNB s'était intéressée à ce que je faisais, notamment au niveau Pro A, Pro B et Espoir, sachant qu'ils travaillaient eux aussi sur une solution de leur côté pour pouvoir aller plus loin dans les stats sur leur site internet directement. A priori, ça devait avancer cette saison, c'est ce qu'ils m'avaient dit, mais après, j'ai pas eu d'infos supplémentaires et j'ai rien vu de plus sur leur site internet. Après, ça c'est un autre débat, c'est une question de volonté, je pense. Donc pour en revenir à nos stats, donc le piège, comme je disais avec nos 35 stats, c'est de tomber dans un catalogue de chiffres, et le risque, c'est que ce soit incompréhensible, parce que ça ne va pas forcément nous parler, ça va être impertinent parce que ça ne voudra rien dire entre notre agressivité offensive, l'agressivité des lancers francs, enfin, et au final, ce qu'on va faire, c'est qu'on va perdre en compréhension, on va perdre en pertinence, et on va surtout perdre du temps dans la préparation d'un match. Sachant que, à l'heure actuelle, je parle au niveau des staffs
de la N1 jusqu'à la Pro A et de la LF2 à la LFB, les staffs sont pas forcément très staffés. Et perdre du temps sur ce genre de choses-là, c'est peut-être la dernière chose qu'on veut avoir, plutôt que de perdre 2 heures sur des stats qu'on aurait pu faire sur de la vidéo et peut-être trouver quelque chose supplémentaire de plus pertinent. Donc c'est pour ça, d'un point de vue stat, moi je pars toujours du principe, quand je fais un rapport de scouting stat pour une équipe, c'est quels sont les critères qui peuvent me donner le plus de chances de l'emporter. Et ça, en fait, c'est une question que je ne me posais pas forcément au départ et qui m'a été posée lorsque j'avais pu échanger avec Orléans la saison dernière ou avec Mehdi Marie en Suisse la saison passée. En fait, les stats sont intéressantes, mais concrètement, si je joue telle équipe, qu'est-ce qu'il faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut appuyer pour se donner le plus de chances. Sachant que ce sont juste des recommandations et qu'après, si le ressenti visuel est différent, il n'y a pas de problème pour aller à l'encontre ou pour confirmer ce qui peut être dit par les chiffres. Hop. Donc, de manière globale, ma méthodologie de raisonnement, en fait, c'est du coup, dans un premier temps, quand je compare deux équipes, et quand je compare ce qui fait gagner une équipe ou non, je vais m'intéresser d'abord, comme je disais, au macro, donc c'est-à-dire le nombre de possessions lors des défaites, lors des victoires. Ensuite, les seuils d'efficacité en attaque et en défense. On va avoir par exemple une équipe qui va marquer 1,10 points par possession quand elle gagne et qui va en marquer 0,8 quand elle perd, avec une efficacité défensive similaire. On va savoir que c'est l'attaque qui est la grande variable de ce point-là. Si on sait que l'attaque est la grande variable, on va essayer de voir dans quel secteur ça le sera. Donc pour ça, on va creuser un petit peu plus loin. On va aller dans les four factors. Est-ce que cette baisse d'efficacité, elle est due à l'adresse? Est-ce qu'elle est due au rebond offensif? Est-ce qu'elle est due aux pertes de balles? Ou est-ce qu'elle est due au lancer franc? Et à partir de ce moment-là, selon les résultats que je peux identifier, derrière, je vais m'intéresser aux proportions de tirs, savoir si l'équipe prend plus de tirs à 2 points ou à 3 points par exemple, si elle va avoir un pourcentage de réussite qui va varier du tout au tout. Cette saison, l'exemple le plus frappant que j'avais, c'était Rohan en Jeep Elite, qui, lorsque la chorale perdait, était à 25% de réussite au tir, à 3 points. Et par contre, quand la chorale gagnait, ils étaient à 45% de réussite au tir. Donc forcément, il y avait un levier sur cet aspect-là qui est extrêmement important, que ce soit pour la chorale, pour savoir qu'ils sont dépendants de l'adresse à 3 points, mais aussi pour les adversaires, pour savoir que c'est un point extrêmement important à ne pas négliger. Alors, ensuite, l'utilisation. Alors, j'ai une question d'Anthony qui dit: étant donné que les équipes avec qui tu as bossé sont souvent utilisateurs de Synergy Instat, au final, tu leur apportes ton interprétation. Alors, c'est là où il y a une plus-value, je pense, par rapport à ces outils-là, c'est que Synergy Instat apporte une tonne de données, mais comme je disais tout à l'heure, on peut avoir beaucoup de données, mais si on ne sait pas les interpréter, si on ne sait pas non plus tirer une plus-value de ces outils-là, au final, avoir une stat et synergie, c'est peut-être pas forcément très intéressant d'un point de vue de stat. Pour un point de vue vidéo, ça, il n'y a absolument rien à redire, mais pour un point de vue stat, c'est clair qu'il est, moi, à mon avis, essentiel de savoir comprendre les stats, de savoir de quoi on parle, et d'avoir quelqu'un qui est compétent sur ce sujet pour pouvoir aller plus loin et pouvoir optimiser au mieux l'outil stat et l'outil vidéo. Parce que optimiser l'outil stat, on n'imagine pas le temps que ça peut faire gagner quand on a une série de playoffs, quand on a une série de 3 ou 4 matchs en 10 jours. C'est un gain de temps qui est vraiment colossal à partir du moment où on arrive à maîtriser cet outil-là. Alors après, l'autre... Hop là. Donc après, l'autre point, parce que j'ai beaucoup parlé de feuilles de stats de manière globale pour des niveaux pour des niveaux Pro A, Pro B, Espoir, LFB, LF2 et même des compétitions FIBA et ainsi de suite. À des niveaux plus bas où on n'a pas forcément accès à des feuilles de stats, c'est pas parce qu'on n'a pas accès à la feuille de stats qu'on ne peut pas faire ce travail-là. C'est un outil, comme je disais, qui est parfaitement compatible avec de la vidéo. Donc s'il y a certains coachs qui ont pour habitude de travailler de la vidéo sur certains de leurs matchs, ou même certains de leur entraînement, en fait, c'est jouable. Comment? Avec une feuille, un stylo, la vidéo. Donc
dans l'idéal, une vidéo qui est exploitable. Il n'y a pas besoin de noter 150 000 choses, en fait. On l'a vu tout à l'heure, il faut raisonner, enfin, dans l'idéal, c'est de raisonner par possession et de raisonner par four factors. Donc, dans ces cas-là, on va prendre le temps de jeu, le nombre de possessions, le nombre de possessions ayant abouti sur au moins un point marqué. Donc, c'est-à-dire que si tu as une possession avec le jeu se déroule, par exemple, une faute technique, un lancer franc, on a un point parce qu'on a une tentative de lancer franc réussie et on a une possession qui aboutit sur au moins un point. Donc, ça fait partie ce qu'on appelle une scoring possession. À l'inverse, si derrière cette faute technique, tu as 3 points qui sont marqués, et ben ça te fait une possession avec 4 points. Et là, niveau efficacité, tu es au top du top. Donc, ensuite, on compte les tirs. Alors, 2 points, 3 points, pour moi, c'est très important de les différencier. Les lancers francs. Après, s'il y a possibilité de distinguer les 2 points intérieurs et extérieurs, c'est jamais idiot de le faire, parce qu'au final, les 2 points intérieurs et 2 points extérieurs, on a une différence de réussite qui est assez importante, et même par rapport au tir à 3 points, des matchs que j'ai étudiés justement en faisant ce système-là, je me suis rendu compte qu'au final, il valait mieux, je n'invente rien, mais qu'un tir extérieur était la pire des choses à tenter, à moins qu'on ait des joueurs qui soient extrêmement adroits. Pardon. Chris me demande, une faute technique compte comme un play de la possession, mais pas une possession supplémentaire. Non, ça compte ça va compter comme un play et ça va aussi compter comme une possession. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vas avoir ton lancer franc qui fait partie de ton play, ta possession va continuer et tu vas avoir par exemple un tir à 3 points qui va être réussi, donc tu vas avoir 2 plays mais une possession. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, tu vas avoir 2 actions qui vont te rapporter 1 point plus 3 points pour une possession qui devra rapporter donc au total 4 points. Donc l'exemple derrière de feuille, alors je vous ai mis un exemple, ou même encore mieux, c'est de s'intéresser aux rotations, c'est de partir avec une colonne sur son équipe en question, l'équipe, par exemple, son équipe A avec ses 5 titulaires, l'équipe B si on a envie d'étudier les rotations adverses, mais ça, de manière globale, c'est pas forcément ce qui est le plus important, je pense. Ça veut dire de se retaper le match au moins 2 fois, et je suis pas sûr que ce soit forcément très utile. Donc c'est de partir sur une colonne avec l'attaque avec l'équipe A en attaque, l'équipe B en attaque. Comme ça, l'attaque de l'équipe B va pouvoir donner les stats défensives de l'équipe A. Et ainsi de suite. On va continuer avec une nouvelle ligne dès qu'on va faire rentrer son premier joueur ou sa première joueuse, ses premières rotations, et ainsi de suite pour les deuxièmes rotations. Concrètement, sur une feuille, je ne sais pas si... Alors, je vais juste arrêter le partage. Concrètement, ça peut juste donner une feuille comme ça, ou armé d'un stylo papier chrono, et ben ça peut prendre au plus, selon le temps qu'on passe sur le match. Si y a un live texte, ça va forcément beaucoup plus rapidement. En une demi-heure, c'est fait. Si par contre, on le fait sur de la vidéo, il faut compter environ 2 heures. Mais ça peut être aussi le moyen de coupler avec d'autres utilisations, et notamment des efficacités sur certaines situations. Donc, on peut considérer ça comme un travail annexe à inclure dans la globalité du travail vidéo. Et après, derrière, donc une fois que tout ça est comptabilisé, c'est de reporter tout ça dans Excel pour que ce soit un peu plus propre. Et juste le conseil que je peux vous apporter derrière, c'est de faire attention au nombre de minutes, à faire en sorte que ce soit bien la même unité pour éviter d'avoir des incohérences. Donc ce genre de choses-là, c'est parfaitement exploitable à tout niveau. À tout niveau, pour ceux qui n'ont pas forcément accès à des synergies Instat ou autres, c'est parfaitement jouable. Et c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, le fait que entre la vidéo et la stat, on a 2 outils qui sont complémentaires et qui ne doivent pas s'affronter l'un l'autre. Dernier point, ça va être pour les stats individuelles. Alors cette partie-là, elle est très technique. Donc si jamais il y a des questions ou autre chose, il ne faudra pas hésiter à le dire, parce qu'en fait, là aussi, niveau stats individuel, on va comparer des points, des rebonds, des passes décisives. Mais comme pour les stats collectives, comment faire pour avoir ce raisonnement à la possession? Parce que sur une possession, on va avoir 5 joueurs sur le terrain avec
un joueur qui va interagir avec 4 autres, un joueur qui va interagir avec 5 défenseurs aussi. Donc comment on va pouvoir être capable d'avoir une notion de possession qui appartient à une équipe, comment faire pour l'attribuer à un joueur ou à un autre joueur. Donc c'est là que c'est extrêmement compliqué. C'est la même chose aussi pour le nombre de points que va produire un joueur. Je ne dis pas marquer, le nombre de points qu'il va produire. Si par exemple sur un pick and roll, le meneur fait la passe à l'intérieur qui marque 2 points. Le meneur, combien de points on va lui attribuer? L'intérieur, combien de points on va lui attribuer, sachant qu'il a mis 2 points, mais sur ces 2 points, quelle part de responsabilité du meneur, quelle part de responsabilité à l'ailier ou à l'intérieur qui s'est mis dans le corner pour écarter la défense. Donc il y a tous ces éléments-là qui sont extrêmement compliqués dans la notion de possession et donc dans la notion de production de points. Et le dernier point qui est là encore plus un casse-tête, c'est les stats défensives à partir d'une feuille de stats. Donc je vais y revenir rapidement là-dessus pour expliquer notamment comment certains articles du site ont été faits. Alors avant ça, il y a une question. Il a une question en rapport avec les interceptions. Attribues-tu un ballon gagné interception lors de l'entre-deux? Alors lors de l'entre-deux, si par exemple l'équipe A avait la possession avant l'entre-deux et qu'elle garde la possession, je considère ça comme une continuité. Par contre, si c'est l'équipe B qui la récupère, je considérais ça comme un turnover de l'équipe A, donc comme une perte de balle. Parce que l'interception dans ces cas-là, dans le cas de la petite feuille que j'avais montrée, sera plus simple sur le tableau précédent, pour moi, l'interception, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... c'était en début de match. En début de match, tu comptes la première possession, tu comptes la première équipe qui a la balle. Si c'est l'équipe A qui a la balle, ta première possession, elle sera pour l'équipe A. Et la deuxième pour l'équipe B, et ainsi de suite. Mais ça ne comptera pas comme une interception d'une équipe ou d'une autre. À ce moment-là, c'est juste le début normal du match. Donc pour en revenir à nos stats individuelles, comment déterminer la notion de possession individuelle? Alors en fait, une possession individuelle, ça va se décomposer de 2 blocs. Tu auras donc la possession, ce qu'on va appeler la scoring possession, qui va être donc la partie qui va rapporter au moins un point à ton équipe. Donc pour ça, il y a la part de réussite au tir, comme on disait, sur l'intérieur qui marque son panier, la part de passe décisive, avec le meneur qui va faire sa part de passe décisive, la part de lancer franc, si jamais le joueur arrive à s'en procurer. Et tout ça va être pondéré par le rebond offensif qui va avoir un impact sur le fait d'avoir une possession entre guillemets marquante ou non. Alors tous ces calculs-là, c'est Basketball on Paper avec Dean Oliver, qui a eu assez de stagiaires, d'énergie, de temps pour en arriver à ces chiffres-là, et depuis, qui n'ont été pas ou peu contestés de manière globale. Et donc pour toutes ces parties, donc, on va avoir ce bloc donc, de parties de possession qui va te rapporter du point, mais aussi on va avoir une partie de possession qui ne va pas rapporter de points avec les pertes de balles, les tirs manqués et les lancers francs manqués. Et donc à partir de ce moment-là, en additionnant les deux, on va arriver à avoir ce qu'on appelle une possession. Au-delà de la notion de possession, il y a aussi donc la notion de production de points. Et en fait, en couplant la notion de production de points avec la notion de possession, ça va permettre de donner des efficacités offensives individuelles. Et donc pour la petite pub, sur togiball.com, j'ai publié les efficacités offensives pour la Jeep Elite Pro B et Espoir selon le volume de jeu des joueurs. Donc selon si le joueur dispose d'un nombre de possessions estimé par match de 10 ou plus, de 10 ou entre la moyenne, et d'un nombre de possessions un peu plus restreint pour ce qu'on peut appeler les role players. Donc c'est des chiffres qui sont très intéressants pour savoir s'il y a des joueurs qui sont parfois sous-utilisés par rapport à leur rendement ou leur capacité, parfois aussi des joueurs qui sont surutilisés par rapport à leur efficacité. Donc la notion de production de points, c'est ce que je disais, comment attribuer toute cette notion-là? Et bien pareil, on va utiliser une part de création au tir, à la passe décisive, au lancer franc et au rebond offensif, sachant que ce ne seront pas les mêmes valeurs qu'on va avoir entre la production de points
et les possessions qu'on a vues précédemment avec les field goal part, assist part, et ainsi de suite. Ensuite, donc, comme je disais, à partir du moment où on a cette notion de possession et de production de points, on va avoir déjà 3 types de données. Donc, on avait vu précédemment donc, la possession qui est la somme des deux carrés, la somme des deux blocs blancs. On va avoir aussi les scoring possession, du coup, puisqu'on l'aura calculé, le nombre de points produits. Et en fait, l'intérêt, c'est que déjà à partir de ces 3 données-là, on va pouvoir déjà calculer l'efficacité offensive, donc le nombre de points produits par le joueur sur 100 possessions qui lui sont estimées, l'agressivité offensive individuelle, qui est un outil qui est très intéressant. C'est donc le nombre de possessions sur lequel le joueur a marqué ou fait marquer un point au moins par rapport à son nombre de possessions estimées. C'est un outil qui est très intéressant et qui est très concret, parce qu'en fait, si, imaginons, j'ai dans le championnat de France Isaiah Cordinier qui a un 50% d'agressivité, je dis un chiffre au hasard, ça veut dire qu'une possession sur deux, il va être en mesure de créer au moins un point pour son équipe. Donc c'est là où c'est un chiffre intéressant, notamment sur des intérieurs qui vont avoir tendance à avoir des agressivités plus élevées que des joueurs extérieurs. Enfin, on peut avoir aussi le volume de jeu, puisque si on a calculé le nombre de possessions du joueur et le nombre de possessions de l'équipe, on va pouvoir faire un ratio. On va pouvoir définir quel est le joueur qui, sur le papier, est l'option numéro 1 et l'option numéro 2, 3, 4, 5. On va pouvoir hiérarchiser une équipe en fait, sur le papier au-delà de son impression visuelle. Et puis après, derrière, on va pouvoir aussi avoir tout ce qui est tendance offensive, avec le nombre de passes décisives réalisées par possession, le nombre de pertes de balles aussi par possession, qui est un outil très intéressant, notamment dans l'aspect individuel pour faire progresser un joueur. C'est très intéressant de voir ce genre de données-là. Et puis après, tout ce qui est tendance de tir, avec le nombre de tentatives de tir à 3 points ramenées par possession ou de lancer franc, pour aussi avoir une sorte d'indicateur sur l'agressivité du joueur. Voilà. Ensuite, les stats défensives individuelles. Donc ça, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est la partie qui est la plus compliquée. Parce qu'en fait, sur une feuille de stats classique, on va avoir que 3 stats défensives qui vont ressortir. Le contre, l'interception et le rebond défensif aussi, qu'on peut parfois oublier. Donc le principe de calcul de l'efficacité défensive individuelle, donc le defensive rating, il va être le même qu'en attaque, sauf que ça va être donc les points produits de l'adversaire lorsque j'aurai à faire face à des possessions défensives qui me seront estimées. Donc en fait, on va fonctionner énormément par estimation. C'est pour ça que j'aime pas trop cet aspect-là. C'est qu'on va aller d'estimation de possession défensive à d'estimation de points produits par l'adversaire pour avoir une estimation d'une efficacité. Donc le problème, c'est que cet indicateur-là va forcément dépendre de l'efficacité globale de l'équipe. L'année dernière, les meilleurs defensive ratings du championnat de Jeep Elite, c'était Monaco et Dijon, parce qu'ils avaient les meilleures attaques, ils avaient les meilleures défenses du championnat. Donc on retrouvait Ouattara, Leloup, qui étaient parmi les meilleurs défenseurs individuels du championnat, parce qu'ils avaient forcément des équipes qui tournaient très bien à ce niveau-là. Donc on va estimer donc le nombre de points encaissés par le joueur, le nombre de possessions défensives, le nombre de possessions défensives auxquelles le joueur a dû faire face, qui se sont terminées au moins par un point. Donc c'est très compliqué. C'est vraiment comme je le mets à la fin. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec des pincettes. C'est très compliqué de pouvoir dire, en se basant uniquement sur le defensive rating, que tel joueur est bon ou pas bon dans ce secteur-là. Ça, pour cet aspect-là, malheureusement, il faut se baser sur des stats de la stat collective, et il faut surtout prendre ça avec le plus de pincettes possible en étudiant ces chiffres. Ensuite, alors pour terminer, j'avais envie de mentionner quelques stats qui étaient, je trouve, pertinentes et qui ne sont pas forcément trop compliquées à calculer, et qu'on a tendance à voir aussi pour la NBA et dont on utilise vraiment très peu en France. Au niveau des stats individuelles, c'est le true shooting percentage. Alors on l'a vu tout à l'heure, pour évaluer l'adresse au tir, on a l'adresse effective, et donc on va voir ce true shooting percentage. L'adresse effective, elle est très bien, mais à niveau collectif.
Parce qu'en fait, l'intérêt en true shooting percentage, c'est qu'en fait, on va évaluer la qualité du tir. Et la qualité du tir, elle va dépendre beaucoup du volume de tir. Et sur une valeur collective, sachant que les deux équipes vont tirer grosso modo la même quantité de tirs, il y aura forcément un petit peu moins de valeur ajoutée à utiliser ça. Donc le true shooting percentage, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur qui permet de prendre en compte les lancers francs aussi. Donc on va prendre la somme totale des points qu'on va diviser par donc les lancers francs avec le coefficient de 0,44, les tentatives de tir qu'on va multiplier par 2. L'intérêt du coup, c'est qu'on va mesurer la qualité du tir, on va prendre en compte le nombre de lancers francs et donc l'agressivité. Et l'intérêt, c'est que derrière cette valeur-là, elle peut découler sur ce qu'on appelle le points per shot attempt. Grosso modo, si un joueur prend un tir, combien de points ça va rapporter. Donc pour avoir ce calcul-là, c'est très facile. Il faut juste multiplier par 2 la formule du true shooting percentage. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette stat-là parce que c'est très parlant. Et donc, à titre d'info, en JP Elite, la valeur moyenne du tir, elle est de 1,168 points. Et ça concorde en quelque sorte avec avec notre ratio tout à l'heure, où je disais qu'une possession en JP Elite rapportait 1,12 points environ. Et ben on retrouve à peu près notre valeur du point par tir. Alors, une question de Franck Salière. Le duel gagné par le défenseur ou l'attaquant ne serait-il pas un meilleur indicateur de son efficacité? Je suis complètement d'accord là-dessus. Le souci, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas ça sur une feuille de stats. On ne sait pas si un joueur a gagné ou non son duel à partir d'une feuille de stats. Moi, le principal souci pour une stat défensive, c'est qu'on a une feuille de stats qui est mal foutue sur ce côté-là du terrain et qui fait qu'on ne peut pas avoir ce genre d'indicateur. Et là, pour un indicateur comme ça, j'en reviens toujours à la même chose, mais c'est quasiment la vidéo qui peut seule te déterminer ça. Et encore, parce que le duel, si c'est qui te gagne ton duel, quelle part du duel remporté par l'intérieur ou l'extérieur, il y a aussi beaucoup de questions qui sont à prendre en considération, Franck. Alors Corentin, est-ce possible et intéressant de coupler les stats individuelles d'un joueur par rapport à son vis-à-vis pour éventuellement cibler un joueur lors de la phase retour du championnat? Oui. C'est très intéressant pour faire un comparatif. C'est très intéressant aussi si tu as eu un match lors de la phase aller et que tu as un match lors de la phase retour, de reprendre les stats du match aller en ayant de la stat avancée, en ayant eu du recul sur la performance du joueur pour pouvoir, pour pouvoir intégrer, ce genre de données-là. Donc oui, c'est une très bonne chose parce qu'en fait, l'intérêt de fonctionner comme ça, et c'est ce qui est le plus important et ce qui est à retenir de cette intervention, il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est que c'est ça, c'est que c'est une question de contexte, principalement lorsque tu utilises tes stats. C'est de savoir si par exemple ta joueuse ou ton joueur qui performe bien, est-ce qu'il performe bien dans une bonne équipe, dans une moins bonne équipe. Il y a toujours un contexte qui est à remettre dans la globalité, que ce soit à titre individuel ou collectif. Donc oui, c'est possible et c'est intéressant de coupler les deux. Une question de Chris. Peux-tu revenir sur les stats indiv en attaque, les scoring possession? Ça demande d'observer seulement le joueur sur l'ensemble du match. Alors, ce que je n'ai pas précisé pour cet aspect-là, donc sur cette diapo, c'est qu'en fait, cette partie-là, elle ne peut se faire qu'à partir des feuilles de stats. Donc pour ça, il faut avoir les paires de balles, il faut avoir les passes décisives, et tout ce qu'on peut avoir sur une feuille de stats classique, donc les tirs, tout ce qui est stats de tir, 2 points, 3 points lancés francs, tout ce qui est stats de rebond offensif, uniquement, il n'y a pas besoin du rebond défensif, les passes décisives, interception et le nombre de points marqués. À partir de ce moment-là, tu peux, et via des calculs très alambiqués et compliqués, tu peux estimer ton nombre de possessions. Mais le travail de possession individuelle sans feuille de stats classique est assez périlleux de manière globale. Alors, Quentin, que je salue, me demande si est-ce que tu prends en compte aussi dans une stat que beaucoup de coachs regardent le plus-moins. Oui, c'est une stat que je trouve, alors,
qui est pareil, c'est une stat qui est très intéressante, mais ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que sur ta stat de plus-moins, tu vas avoir pour un joueur, un plus-moins qui va différencier selon tes 4 joueurs qui sont à côté et selon tes 5 joueurs qui seront en face. Si tu mets un titulaire face à 5 remplaçants, je dis une bêtise et je grossis le trait, tu vas forcément gonfler le plus-moins de ce joueur-là qui sera peut-être retrouvé au bon moment, au bon endroit par rapport à d'autres. Par contre, c'est intéressant, oui, parce que si dans ton plus-moins, tu vois que par exemple, tu as 3-4 joueurs qui ressortent très fortement sur le plus-moins de ton équipe. Je prends un exemple de cette saison, mais l'exemple de Cholet où tu avais par exemple à un moment du championnat Chris Horton, Abdoulaye Ndoye et Mike Stockton qui avaient les 3 des plus-moins les plus élevés de leur équipe et même du championnat. Eh ben, tu peux avoir une petite idée comme quoi ces 3 joueurs ensemble peuvent te causer beaucoup plus de dégâts que lorsque tu en as, par exemple, 2 sur 3 ou 1 sur 3. Donc oui, c'est très intéressant, mais il faut toujours avoir l'idée toujours de replacer dans le contexte et de replacer dans l'environnement pour utiliser ça, parce que individuellement, un plus-moins ne veut pas forcément dire grand-chose à mes yeux. Alors, une question de Baila. Les stats individuelles. Comment calcules-tu le nombre de possessions d'un joueur? Euh, Eh ben, avec tous ces éléments-là, avec la part de réussite au tir, la part dans les passes décisives, de lancer franc, le tout pondéré par le rebond offensif, et puis l'inverse les possessions qui ne sont pas marquées. Mais là, au niveau des formules, elles sont disponibles sur le net, elles sont disponibles forcément dans le bouquin de Dean Oliver. Et par contre, à titre indicatif, pour avoir ces formules-là, du coup, c'est quasiment, quand je parlais de 35 colonnes, pour arriver à ces calculs-là, il faut compter une dizaine de calculs à peu près avant d'arriver à ton calcul final de possession. Donc c'est pour ça que je ne suis pas rentré dans les détails, parce que c'est extrêmement compliqué à, à estimer de manière globale. Au niveau de, je reprends toujours Baila ta question, et au niveau de l'évaluation, ta formule pour calculer l'évaluation individuelle. Eh ben, tu me fais une très belle transition pour la dernière diapo. Sur l'évaluation. Alors, sur l'évaluation, donc à l'heure actuelle, on prend tout. En fait, on prend un gros saladier, on met tout dedans. Tout ce qui est bon, on additionne. Tout ce qui n'est pas bon, on le soustrait. Le problème, c'est que en fonctionnant ainsi, je trouve que l'évolution, au niveau de l'évaluation individuelle, qui est la diapo d'après, au niveau de l'évaluation individuelle, c'est inéquitable, parce qu'on va forcément comparer un joueur qui va prendre 10 rebonds avec un joueur qui va faire 5 passes décisives et 2 paires de balles. Donc forcément, ce joueur-là va être désavantagé. Donc pour moi, l'évaluation, c'est un outil intéressant uniquement quand on compare ce qui est comparable. Je reviens toujours à ce point-là, mais pour comparer l'évaluation, si tu la compares entre, je reprends l'exemple, si tu compares l'évaluation de Chris Horton et de Mike Stockton, pour moi, ça ne veut rien dire, parce qu'on va comparer un joueur qui prend 10 rebonds par match avec un joueur qui va faire 6 passes décisives. C'est trop abstrait. Par contre, si tu veux comparer Chris Horton avec Shikoko, là, c'est intéressant d'utiliser l'évaluation. Si tu veux comparer 2 meneurs équivalents aussi, en termes de temps de jeu équivalent, puisque ton évaluation va dépendre de ça, là aussi, c'est intéressant de prendre en compte 2 profils similaires. Par contre, si tu veux comparer 2 joueurs avec une évaluation individuelle, dans ces cas-là, ce que je peux conseiller, c'est d'utiliser le Game Score, qui est une formule qui a été développée par John Hollinger, qui est l'ancien monsieur stat d'ESPN, qui est passé par les Memphis Grizzlies ensuite, qui lui, du coup, dans sa formule, avait pondéré les rebonds offensifs en leur donnant plus de valeur, qui avait pondéré les rebonds défensifs en leur donnant un petit peu moins de valeur aussi. Donc, et en donnant un peu plus de valeur aux passes décisives et en réduisant la valeur d'une paire de balles. En fait, en faisant comme ça te permettait de niveler l'impact du rebond, l'impact positif du rebond sur ton évaluation, et ça te permettait aussi de niveler l'impact négatif d'être, entre guillemets, meneur et d'avoir des pertes de balles et éventuellement une plus mauvaise adresse au tir ou d'autres aspects pouvant apporter du négatif. Donc c'est ça, au niveau de ta question, je ne sais pas si j'ai répondu, mais de manière globale, l'évaluation collective
j'y reviendrai après, mais évaluation individuelle, si c'est comparer 2 joueurs à temps de jeu similaire, à poste similaire, c'est intéressant. Autrement, c'est pas la peine de se tabler là-dessus et plutôt privilégier donc le game score, qui est une formule que vous pouvez trouver sur basketball-référence.com et, et qui sera par contre, je pense, beaucoup plus intéressante. Pour revenir à mon évaluation, et après je vais pouvoir continuer à reprendre beaucoup de vos questions. L'évaluation collective, ouais, j'ai une sainte horreur de l'évaluation collective. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est sans intérêt. Tout le monde ne parle que de l'évaluation. Oh, mon équipe, elle était à 105, elle était à 130, elle était. On se regarde tous le nombril en comparant l'évaluation, sauf que ça n'a absolument aucun intérêt. On l'a vu tout à l'heure, ce qui fait gagner un match, c'est pas d'avoir une évaluation de 100 ou de 80, parce que cette année, à titre d'information, on a 10% des matchs de Pro A qui ont été remportés par une équipe qui avait une évaluation inférieure à son adversaire. Donc, c'est pas forcément à considérer. Par contre, parce qu'on va prendre en compte, voilà, comme je disais, des paramètres qui sont non déterminants pour le gain d'un match. Une passe décisive, un contre, une interception, que l'équipe en ait réalisé 10, 20 ou 30, ça ne changera rien ou presque. Par contre, quitte à regarder une feuille de stats à la fin du match, pour moi, il faut essayer d'aller au plus près des four factors. Et donc, quitte à comparer deux équipes, à la sortie du match, la feuille en main, ou avec sa vidéo, c'est de comparer l'adresse au tir, même si on n'a pas une adresse effective, mais ça donne déjà un premier indicateur. Le nombre de tentatives de lancer franc, entre une équipe qui va en avoir 12 et l'autre 25, on peut se douter de quel côté peut pencher la balance. De regarder aussi le nombre de rebonds offensifs, même si là aussi on parle encore de chiffres bruts, et le nombre de pertes de balles. Sachant que le nombre de pertes de balles sur un match, le comparer directement à chaud à la sortie d'un match, c'est pas une mauvaise idée, puisque vous sortez d'un match où tu vas avoir ton équipe A qui aura eu 80 possessions, enfin 79 possessions, et ton équipe B qui en aura eu 78. Donc si tu as 9 pertes de balles à 22, forcément, ce sera parlant parce que tu auras déjà le nombre de possessions qui sera impliqué. Donc voilà pour ce qui était de l'intervention. Je crois que j'avais une dernière petite diapo où, grosso modo, c'était toutes mes recommandations. Donc, en livre, j'en ai parlé et c'est ce qui a beaucoup inspiré mon travail et la conception de ma base de données. Donc, c'est, je ne sais pas si vous le voyez, Basketball on Paper de Dean Oliver. Alors, c'est un livre qui est très intéressant. Il est très pointu, très technique. On en avait parlé avec Karim avant le début de l'intervention. Il y a des chapitres qui sont très intéressants et qui sont très applicables à tous les niveaux pour notamment scouter possession par possession, avec juste, comme je disais, une feuille, un stylo et un système de notes, déjà calé et défini dans le bouquin. C'est très intéressant, ça permet de comprendre la notion de possession individuelle, ça permet aussi d'accentuer sur les productions de points, sur mettre en lumière certains 5 en NBA qui avaient bien fonctionné, moins bien fonctionné, de faire des focus individuels aussi sur des rendements de joueurs selon le temps de possession, etc. Donc c'est vraiment un bouquin qui est très intéressant. Bon, il est très technique, mais en arrivant à s'y plonger dedans une ou deux fois, ça peut être très très pertinent. Et puis c'est l'occasion parfaite de s'y plonger et d'ouvrir ses chakras au côté obscur des stats. En site internet, ce que je peux vous recommander, c'est cleaningtheglass.com. Donc c'est un site qui est tenu par Ben Folk, alors ça vous dit sûrement rien. Il est passé par les Sixers du temps de Sam Hinkie, de la reconstruction où ils avaient réussi à piocher des joueurs qui étaient passés sous les radars comme Robert Covington, qui avait drafté Joel Embiid, etc. Qui est passé aussi par les Blazers en tant qu'analyste, en tant que responsable du département stats. Donc c'est un article c'est un site qui est très très axé sur les statistiques, qui est payant mais qui vaut le coup parce que ça doit être une soixantaine d'euros par an, qui est très bien fait, qui est très parlant, très pertinent. Et ce qui est surtout à lire, ce sont tous les articles de décryptage stats couplés avec de la vidéo et qui sont vraiment très très intéressants, que ce soit pour le lecteur lambda qui a un passé basket comme le mien ou comme
comme d'autres, ou pour des personnes qui sont très calées et qui ont des notions techniques très développées. Un podcast à vous conseiller, c'est l'Écho des parquets qui avait fait un podcast au cours de l'été 2018 sur les stats avancées, comment les utiliser à bon escient avec les avantages et les défauts de chacune. Ils reviennent très en longueur là-dessus, ils sont très très bons aussi sur ces aspects-là. Donc s'il y a un podcast à écouter là-dessus, c'est celui-là. Et puis l'avantage qu'il a, c'est qu'il est en français, donc ce sera un peu plus compréhensible. Et puis pour une partie divertissement, le conseil que je peux vous apporter, c'est de regarder Moneyball, qui est le film basé sur l'histoire des Oakland Athletics, qui est une équipe de baseball à petit budget, avec une masse salariale très réduite, et qui avait réussi à chatouiller les plus gros en raisonnant d'une manière complètement inverse. Et donc le film est dispo sur Amazon Prime pour ceux qui veulent le regarder. Alors je vais en profiter pour reprendre du coup toutes vos questions. Alors, Franck Salière, qui a été actif, donc alors ne faudrait-il pas moduler le plus-moins par le même taux du match? Le même taux du match. Exemple, fin de match déjà joué. Oui, ça peut être possible de faire ça, en gros, de rejeter le garbage time. Le problème, c'est que là aussi, je vais souvent me répéter, malheureusement, c'est que pour cet aspect-là, il faut tenir compte de l'aspect vidéo ou être capable de développer un suivi stat à la minute, à la seconde quasiment, et se définir qu'à partir de 6 minutes de temps de jeu restant et avec un écart de 30 points, on part du principe que toutes les stats qui ont lieu après ce moment-là n'ont aucun intérêt ou presque. Oui, dans l'idéal, pour gagner en précision, c'est le mieux forcément, ce serait plus optimum. Alors, Chris Makoso, en moyenne, à combien estimes-tu le nombre de possessions? Eh bien, tout dépend du championnat. Tout dépend de championnat. En JP League, tu vas être plutôt sur des moyennes à 74. Sur des championnats de Pro B, tu vas être aussi sur ces environs-là, aux alentours de 74 à 75 possessions par match. Le championnat espoir. Alors par contre, si sur ces championnats Pro A, Pro B, de manière globale, entre l'équipe qui a le moins de possessions et l'équipe qui en a le plus, ça va varier de 71 à 78. Ça ne va jamais aller comme au championnat espoir, où tu vas avoir un rythme qui va être un peu plus élevé et où tu vas retrouver des équipes qui vont être capables, notamment Cholet Basket, sur les 2 saisons victorieuses qu'ils ont eues, sans compter celle-ci, où Cholet était capable d'être à plus de 81-82 possessions sur 40 minutes de match, ce qui est un rythme extrêmement élevé. Ce rythme-là, si on calque sur 48 minutes, c'est type NBA dans le milieu de tableau. Hop, voilà. Franck Salière, une nouvelle fois, ton expérience montre-t-elle que les équipes qui jouent le plus de possession l'emportent? Alors, pour gagner un match, oui, c'est mieux d'avoir une possession de plus que son adversaire. Par contre, de manière globale, ce que je disais au début, c'est que pour la JP League, par exemple, au niveau du championnat, les équipes les plus efficaces qu'on a à l'heure actuelle, Dijon et la Colasvel, étaient les équipes qui jouaient avec le moins de rythme, avec moins de rythme. Donc la question de rythme, elle n'est pas forcément vraie, et ça va dépendre d'une équipe à une autre. On va voir Le Mans, la saison où ils sont sacrés, être beaucoup plus à l'aise sur du jeu rapide, et avoir une différence de 3 à 4 possessions entre une victoire et une défaite, qui fait que jouer vite pour eux, ça leur faisait gagner. Par contre, on a certaines équipes qui ont besoin de jouer lentement pour l'emporter. Ça va être le cas, par exemple, de Gravelines en JP League cette saison, qui a emporté la plupart de ses matchs en jouant moins de 70 possessions par match, et au-delà de 73-74, qui n'en a jamais gagné quasiment. Donc, c'est très variable d'une équipe à une autre. Alors, j'ai Franck, une nouvelle fois, sous quelle forme présentes-tu tes conclusions statistiques aux clubs avec lesquels tu collabores? Alors, je vais reprendre. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver ça. J'en avais gardé un sous la main. Hop. En attendant, tu as Anthony qui demande si tu as développé un outil de récupération des données ou est-ce que tu fais un peu comme tout le monde, est-ce que tu utilises le copier-coller?
Alors du coup, j'utilise un copier-coller, sauf que le copier et le coller sont adaptés pour pouvoir rentrer dans ma base de données. Donc au final, oui, je fais un copier-coller et à partir d'Excel, où j'ai une petite moulinette qui se met en route pour faire en sorte que ça puisse intégrer ma base de données dans la forme que je veux et pour que ça puisse rentrer dans un moule et me faire tous mes calculs derrière. D'accord. Est-ce que vous voyez l'écran? Là, Est-ce que il faut que tu refasses voilà. Et là, partager. est-ce que Voilà. c'est un PDF qui est apparu ou pas? Est-ce que Ouais. c'est l'analyse J25? Voilà, donc Franck, voilà la forme utilisée, par exemple, donc pas plus tard qu'il y a début mars, avec une analyse qui avait été faite pour Orléans avec Thomas Drouot, notamment, où c'était la question d'Orléans-Roanne et de cibler 3 points clés sur, sur la confrontation à venir, en se mettant du point de vue Orléans, qu'est-ce qui pouvait faire basculer la rencontre. Donc ce que j'avais identifié, c'était euh, le rythme, et notamment pour Roanne, à qui il fallait faire imposer entre guillemets un rythme lent. C'est juste des suggestions stats. L'adresse à 2 points qui était essentielle pour Orléans, et limiter la réussite à 3 points de Roanne. Comme je disais tout à l'heure, voilà, c'est quand Roanne perd, 29% de réussite à 3 points contre 44, donc 45% lors des victoires. Donc voilà, c'est de cibler dans mes analyses, de cibler ce qu'il y a vraiment de clé, euh, ce qui ressort vraiment avec les plus gros écarts entre une victoire et une défaite pour une équipe et une autre. Donc c'est vraiment c'est vraiment de ce point de vue-là que je raisonne, sachant qu'au-delà de cette synthèse, il y a aussi tous les documents classiques qui sont envoyés avec un bilan de la ligue, avec les différents ratings comme j'ai évoqué tout à l'heure, les four factors, et puis un comparatif entre les deux équipes et les productions individuelles. Donc voilà sous quelle forme se présente le rapport, sachant que ce que je disais aussi, pardon. Excuse-moi, je pense qu'on va essayer de faire en sorte que peut-être ces documents-là, ta présentation et le modèle que tu as montré là puissent être disponibles en téléchargement pour ceux qui souhaitent. Oui, la présentation, il n'y a pas de souci. Après, pour tout ce qui est documents, Ou un modèle. j'aurai un autre modèle à faire partager. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais oui, oui, il y a possibilité de laisser évidemment tout ça à disposition. Donc voilà, sachant que pour en revenir au rapport et à ces scouting stats, comme je disais, ça dépend des personnes et ça dépend de l'interlocuteur, forcément, puisque certains vont être beaucoup plus sensibles à certaines formes de rapport que par rapport à d'autres. Donc voilà, là aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui est à garder en tête. Pour Alors, ceux qui voudraient te contacter ou te suivre ou pouvoir poursuivre la conversation avec toi, sur quels canaux ils peuvent te joindre? alors sur quel canal? Donc il y a l'adresse mail togi.ball@gmail.com. Pour tout ce qui est demande par mail ou autre chose là-dessus, il faut ne pas hésiter. J'essaie de répondre le plus rapidement possible si je peux répondre aux questions. Et puis si je ne peux pas, je vous lirai quand même. Le site internet, si jamais il y a des choses pour voir une partie de ce que j'ai fait récemment. Et puis après, il y a sur le compte Twitter dont j'ai oublié l'identifiant. Je le mettrai, je le partagerai. Voilà, qui doit être Togi Ball aussi. C'est ça. Donc, pareil aussi, les messages sont ouverts, les DM sont ouverts. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, ne pas hésiter à demander conseil, quel que soit le niveau, la demande ou autre chose, je suis prêt à y répondre. Donc voilà, après, j'avais juste un dernier point de Maxime qui disait cela dépend le niveau et la catégorie dans laquelle tu joues. À titre d'exemple, en U15 France, on joue autour de 90 possessions car beaucoup de gens en première attention. C'est exactement ça. C'est pour ça que le championnat espoir a un nombre de possessions qui est beaucoup plus élevé que le championnat Pro A, Pro B et même National 1.
Et c'est ce que j'ai vu remarquer aussi cet été sur les compétitions jeunes, où on avait des rythmes de jeu qui étaient très élevés, notamment pour avoir fait les stades de l'équipe de France U18 sur l'été. Ok. Bah, écoute Thomas, je te remercie de ton temps, d'avoir Voilà. pris le temps aussi de préparer tout ça pour rendre accessible les stats avancées. C'est vrai que c'est quelque Ouais. chose qui peut effrayer ou du moins un peu rebuter les gens, mais il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Moi, je sais que ça m'avait aidé sur le travail individuel, dans la mesure où une jeune joueuse de Ligue 2 qui ne jouait pas beaucoup, ben, au travers de ton analyse, j'avais pu voir qu'elle avait par contre une efficacité importante. Donc c'est vrai que ça permet de voir le jeu sous une manière différente, sous un angle différent. Oui, non, mais exactement. Ça permet de remettre certaines choses en perspective, et même avec certains coachs, notamment avec Franck Kunsch et pour les espoirs de Limoges l'an passé, on avait remarqué qu'un jeune cadet, quand il jouait avec enfin, qu'un cadet qui jouait avec les espoirs avait un impact qui était bien plus important que ce qu'on pouvait imaginer et qui ressortait extrêmement bien dans les stats, que ce soit dans de l'efficacité au rebond ou au tir. Donc c'est vraiment un point intéressant, ça permet d'ouvrir les yeux sur des choses qu'on peut louper et on continuera d'en louper, que ce soit à travers de la vidéo, de l'œil ou de la stat, forcément. Exactement. Bah, écoute, je te remercie. Pour vous, les autres, les participants, je vous donne rendez-vous demain. Donc, ce sera Mehdi Marie qui sera notre intervenant, toujours à la même heure, à 17h. Je viens de pouvoir vous préciser le thème. Ce sera l'utilisation des écrans non porteurs. Donc, voilà, je vous dis rendez-vous demain à la même heure. Prenez soin de vous. Et encore une fois, merci Thomas pour ton intervention. Merci Karim de m'avoir invité, et puis merci à tous pour avoir suivi et pour avoir posé autant de questions.